Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. On va encore dans cette update parler un tout petit peu de Noël. Mais après on va passer en mode fantôme et en mode enquête. On va quitter Noël définitivement parce que ça suffit. Mais le premier livre commence le 24 décembre. Alors il n'y a rien qui, enfin même tous les livres qui se passent à Noël, il n'y a rien qui oblige les gens à lire en moment de Noël. C'est juste un peu plus fun de lire les livres qui se passe le 24 décembre ou au mois de décembre, à cette période-là de l'année pour être dans l'ambiance. Mais pour le premier, on n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël. Si vous m'avez suivi en vlog, vous savez de quel livre je parle. Il s'agit de Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Voilà, on est sur un livre qui démarre le 24 décembre mais qui va s'écouler sur les 12 jours suivants, donc avec le nouvel an au milieu, etc. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, avec le nouvel an au milieu, etc. Mais on est dans un manoir perdu. Alors il y a de la neige, il fait froid, c'était quand même Noël. On est en Angleterre, il me semble, dans la campagne anglaise, donc il fait froid, il y a de la neige, etc. Mais on y parle quand même de meurtre. Vraiment, le titre est vrai. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a marqué petit meurtre au pluriel. Il y a des meurtres, il y a des morts, il y a des cadavres dans ce livre. Donc on n'est pas vraiment sur une ambiance de Noël, genre on te décrit pas le manoir avec des décorations de Noël, avec un sapin, etc. Il y a quand même quelques petites refs aux traditions anglaises de Noël qui sont dans le bouquin parce que ça reste la période, mais on n'est pas dans l'ambiance pompe up et fun des téléfilms de Noël par exemple, pas du tout. Vraiment c'est un peu un Agatha Christie à la sauce Noël, mais plus côté enquête Agatha Christie que Noël, vous voyez. En gros ici on va suivre Lily. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, elle a grandi à Endgame House, elle y a vécu jusqu'à la mort de sa mère. Au décès de sa mère, elle a été plus ou moins adoptée par sa tante, donc la sœur de sa mère. Cette femme l'a emmenée avec ses enfants à elle chez elle, du coup, là où Lily a continué de vivre, donc loin de Endgame House. Sachant que son père, elle ne l'a jamais connu, évidemment, enfin, sinon sa tante l'aurait pas adoptée. Et donc voilà, elle a continué de grandir loin de cette maison, et puis elle est devenue adulte, elle a son petit appartement à Londres, etc. Et puis elle vit sa vie tranquille, loin de sa famille, loin de tout, loin du manoir, elle ne veut plus en entendre parler. Précision quand même, sa mère est morte au moment de Noël, le 25 décembre, il me semble. En tout cas, elle a été retrouvée, je crois, le 25 décembre au matin. Un truc comme ça. Donc Noël, c'est pas la période préférée de Lily, on s'en doute. Et au début du livre, elle reçoit une lettre de sa tante qui lui demande de retourner au manoir avec ses cousins et ses cousines pour fêter Noël. Lily n'a pas envie d'y aller, Lily ne veut pas ni voir ses cousins ni retourner dans cette maison, mais il y a deux choses qui vont la convaincre d'y aller. Premièrement, cette lettre est une lettre posthume, sa tante est décédée et elle lui demande de réaliser sa dernière volonté entre guillemets en allant là-bas. Évidemment, voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'elle lui dit, sa tante, dans cette lettre, qu'en allant là-bas, elle aura des réponses sur la mort de sa mère. Il y a évidemment tout un mystère autour de la mort de sa mère. Et donc, Lily a envie d'en découvrir plus. Donc elle finit par aller là-bas le 24 décembre au matin. Elle prend sa voiture, elle fait le trajet de Londres jusqu'au manoir perdu dans la campagne anglaise, comme je disais. Elle y retrouve tous ses cousins-cousines et ils vont tous jouer à un jeu assez terrible. En fait, la tante était fan d'énigmes et de chasse au trésor. Et donc, elle a organisé toute une chasse au trésor qui démarre le 24, je crois, et qui va s'étaler sur les 12 jours suivants, donc jusqu'au nouvel an, avec une énigme par jour. Chaque énigme mène à une clé, et l'une des clés est la clé qui ouvre le manoir. Et donc, celui ou celle qui aura à la fin du jeu de piste la bonne clé héritera du manoir. Au milieu de tout ça, il y a des morts, comme je l'ai dit. C'est une ambiance très lourde, très pesante dans ce manoir. On n'est pas sur des cousins-cousines qui s'aiment et qui sont très contents de se retrouver. On est sur des gens adultes d'une trentaine d'années qui ont gardé des rancunes d'enfance et qui sont là pour le manoir et uniquement pour hériter et pas pour revoir les gens en fait. C'est ça qu'on suit. Et en parallèle, nous on n'est que avec Lily et donc elle essaye d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé au moment de la mort de sa mère. C'est des souvenirs qu'elle a toujours enfouis et qu'elle n'a jamais vraiment pris le temps d'étudier entre guillemets, mais les souvenirs du 24 décembre au soir et du 25 au matin, donc les derniers moments de vie de sa mère et la découverte du corps, etc. Là elle va essayer de réellement s'en rappeler,
les repasser dans sa tête pour essayer d'en découvrir plus et de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui qu'elle est adulte. C'est ça qu'on suit. Franchement, j'ai bien aimé. Alors après, c'est pas le livre du siècle, je l'ai dit en vlog, ça se voit que c'est quand même écrit, rien que le nom de la maison est quand même très Endgame House, enfin voilà. Donc ça se voit que c'est écrit, que c'est pensé, que c'est réfléchi, que ça a été construit. En gros, cette histoire telle qu'elle est écrite pourrait pas se passer dans la vraie vie parce qu'elle est écrite. Justement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça se voit à la lecture. Mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment, ça m'a pas empêché de me prendre au jeu des énigmes, d'essayer de les comprendre, etc. Et d'arriver au bout du bouquin pour avoir le fin mot de cette histoire. Parce qu'il y a quand même des morts dans la maison et qu'à un moment donné, ils sont dans une espèce de huis clos enfermés dans ce manoir bloqué par la neige, et il y a des gens qui meurent en fait. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui bute les gens dans le manoir pour faire quelque chose. Enfin, genre c'est dangereux, tu vois. Donc voilà, je me suis quand même pris au jeu. Effectivement, lire ça juste après Noël, ça rajoute un petit côté à l'ambiance parce que t'es exactement toi dans la même ambiance que eux. Enfin, pas tout à fait, hein, parce que dans ma vie à moi il n'y a pas de mort, tu vois. Mais bon, tu peux lire ça au mois de janvier, au mois de février, au mois d'avril, enfin quand tu veux, tu vois. On n'est pas Noël à fond, tu vois. Genre, il n'y a pas de repas de Noël en tant que tel, il n'y a pas de réveillon, il n'y a pas d'ouverture de cadeaux, il n'y a pas tout ça. Il y a quand même un sapin qui traîne et 2-3 petites références aux traditions anglaises de Noël, comme je disais. Mais on n'est pas à fond sur Noël. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, j'ai reçu un autre livre de cette autrice que je pense que je vais regarder pour. Enfin, que je vais lire l'année prochaine, enfin cette année, pour au mois de décembre. Pour le Cold Winter, parce que franchement, ça change des comédies romantiques de Noël. Vous voyez, c'est un livre d'enquête avec des meurtres qui se passent à Noël. Ça, je peux lire. Vous voyez, ce genre de livre qui se passe à Noël, moi j'y arrive, tu vois. Les comédies romantiques et les romances, j'ai un peu de mal. Mais ça c'est pas mal. Voilà. Le livre suivant, c'est Les Guerriers de Glace de Estelle Faye au texte et Nancy Peña aux illustrations. Illustrations que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. Voilà, j'adore ce genre d'illustrations avec pas beaucoup de couleurs, avec une colorimétrie égale sur tout le livre. Vraiment, je trouve ça très chouette. Je crois que c'est un one shot. À chaque fois j'oublie, à chaque fois je vérifie et à chaque fois j'oublie. Mais je crois que c'est un one shot. Je l'ai dit en vlog, ici on n'est pas sur le pitch le plus original de la Terre en termes de romanticisme jeunesse. Mais c'était vraiment cool, vraiment chouette. Et vous l'avez vu dans le book haul, ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de Estelle Faye que j'ai achetés. Et que j'ai même mis dans... Il y en a même un que j'ai mis dans la page du mois de février, de mémoire, je crois. Oui, c'est ça, le truc du manoir là. Bref. Donc je vais lire d'autres Estelle Faye en 2025, c'est sûr. Peut-être qu'à l'heure où sort cette vidéo, je vous ai déjà parlé d'un autre livre d'Estelle Faye en vlog, c'est fort probable. Bref, ici donc, on est dans un petit village, on est en hiver, évidemment, les guerriers de glace, donc il y a de la neige, il fait froid, etc., etc. Et donc ce petit village est menacé par ces guerriers de glace. Régulièrement, tous les 8-10 ans, c'est pas très précis comme timing, mais tous les 8-10 ans à peu près, les guerriers de glace descendent des montagnes jusque dans le village et menacent de massacrer le village, sauf si on leur donne une jeune fille en sacrifice. Le village, évidemment, à chaque fois, ils se mettent d'accord, ils leur filent une jeune fille et comme ça, ils sont repartis pour 8-10 ans de tranquillité. Voilà. Au début de ce livre, on va suivre ici le fils du chef du village et la fille de la guérisseuse du village qui sont assez proches depuis toujours, même s'ils sont, de par leur statut, pas censés être ensemble et ils ont des statuts très très différents au sein du village et de l'organisation des gens. Donc en fait, ils sont pas censés être aussi proches, mais ils sont amis en fait. Et les enfants découvrent que les guerriers vont pas tarder à arriver, ils voient, ils dessinent comme quoi ils se préparent, les guerriers, à descendre. Ils en informent le chef, donc le père du personnage principal masculin ici. Et les adultes vont se rassembler pour choisir la jeune fille qu'ils vont sacrifier. Cette jeune fille va s'échapper du village parce qu'elle va avoir l'information. Et on va suivre ça, ces enfants qui s'échappent du village et qui donc nos personnages et la jeune fille qui s'échappent du village pour ne pas être envoyés auprès des guerriers
et puis et qui vont à la ville d'à côté, et donc voilà, on va les suivre dans cette espèce d'aventure. C'est un livre quand même assez court, mais il se passe quand même beaucoup de choses, et j'ai beaucoup aimé le petit twist de la fin, les révélations finales, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré la construction des personnages, des relations entre les personnages. On y parle de relations au sein de la famille, de relations d'amitié évidemment, des premiers coups de cœur quand t'es ado, pré-ado, etc. Franchement j'ai trouvé ça hyper cool, hyper juste en fait, et hyper bien fait, j'ai adoré. Et il se passe tellement de choses et il y a tellement de thèmes abordés en si peu de pages. Enfin, vraiment, c'est écrit gros, hein. C'est écrit gros, c'est illustré, ça fait une centaine de pages. Et pourtant, il se passe vraiment beaucoup de choses là-dedans. Voilà, ça fait 107 pages. Et c'est vraiment cool. Franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et c'est pour ça que je veux lire du Estelle Faye, parce que c'est une autrice dont j'entends parler sur les chaînes, que les gens lisent et que les gens aiment beaucoup, etc. Et j'avais jamais pris la peine de m'y intéresser, mais là, franchement, je vais en lire d'autres, c'est sûr, comme je l'ai dit. Franchement, j'ai adoré, et je peux que vous recommander ce livre-là. Je me rends compte que j'avais pas du tout mis les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Normalement, je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais là, pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, c'est pas très grave. C'est des livres que j'ai lus entre le 20 décembre et là, le 10 janvier. Vous voyez, donc... Bref, le suivant c'est 43 rue du Vieux Cimetière, tome 3, jusqu'à ce que la morsure nous sépare, de Kate et M. Sarah Clise. Et lui en fait je l'ai lu le 23 et le 24. Voilà, j'avais un petit trou, j'avais fini La fille qui a sauvé Noël. Et je voulais pas commencer autre chose avant le réveillon, avant de partir chez mes parents, etc. etc. Donc j'ai commencé ça le 23 au soir et je l'ai fini le 24 avant le réveillon. Donc voilà, c'était pas prévu, mais je l'ai rajouté. Bref, enfin c'était pas prévu, il était dans ma palle, alors moi j'avais pas prévu le lien au mois de décembre, là, comme ça, mais bref. Dans cette saga, que j'adore, on suit un vieux écrivain, un peu ronchon, un peu bougon, qui s'appelle... c'est ça, c'est Ignace Bronchou. Voilà, donc c'est un vieil écrivain bougon, etc. Dans les premiers tomes, il s'installe au 43 rue du Vieux Cimetière, découvre qu'il y a un petit garçon qui vit là et que le manoir est réputé hanté. On y parle de fantômes, je vais pas tout vous raconter non plus. J'adore cette saga. Et ici, en fait, dans ce tome-là, il y a... donc on continue à suivre nos habitants du 43 rue du Vieux Cimetière, mais il y a une histoire dans le village où est le manoir. En gros, il y a un vieil homme qui vivait là depuis toujours, qui vient de décéder. C'est un vieil homme assez riche qui avait beaucoup de culture, etc. Et donc ces deux enfants, un garçon et une fille, débarquent au village pour hériter de leur père en gros, sauf que ces enfants n'étaient pas vraiment proches de leur père et ce frère et cette sœur se détestent et se passent leur temps à s'engueuler. Donc en gros, ils viennent pour hériter, ils essayent de récupérer les informations auprès de leurs avocats, etc. en sachant qu'ils se parlent pas tous les deux et que le testament du père est un petit peu fait sous forme d'énigmes, sous forme de... En gros, c'est pas... Il n'y a pas marqué machin machin, tu as ça, et bidule, tu as ça. Il y a des énigmes, des suppositions, on leur dit quand ils arrivent que déjà le testament ne sera ouvert que tant de jours après la mort de leur père, donc en fait c'est pas tout de suite, donc en attendant ils vont rester au village, etc. Et en parallèle il se passe des choses assez bizarres dans le village. Plusieurs boutiques du village vont découvrir des objets que quelqu'un a laissés là et on ne sait pas qui. Voilà, et on enquête là-dessus et en parallèle on suit toujours nos habitants du 43 rue du Vieux Cimetière qui eux écrivent des histoires pour enfants. Voilà, Ignace est un auteur, comme j'ai dit, de livres pour enfants, et le petit garçon fait les illustrations. Plus le fantôme qui est là avec eux et qui les aide. Vraiment, j'adore cette saga. La particularité de cette saga, je le dis et je le répète à chaque fois, c'est qu'elle est épistolaire. On a que des échanges de lettres entre les habitants du 43 rue du Vieux Cimetière, ici entre les avocats et les enfants de l'homme qui est décédé. On a aussi des extraits de journaux du petit village. Et on a aussi des témoignages des gens qui retrouvent les objets dans leur boutique. Voilà, c'est vraiment... voilà. Là on a un menu par exemple, carrément, vous voyez. Et donc voilà, on a des lettres comme ça. Vous voyez, on a aussi donc du coup les lettres de l'avocat, de l'homme qui est décédé. On a aussi des gens du village qui écrivent aux
aux habitants du 43 rue du cimetière, des petits mots qui sont laissés au sein de la maison, enfin franchement c'est hyper bien fait et l'histoire n'est racontée que comme ça, il n'y a pas de narration, c'est que par échange de lettres et échange d'informations à travers les journaux, etc. que l'histoire avance. Franchement je trouve ça extrêmement bien fait, j'adore cette saga, je vais vous en reparler dans pas très longtemps parce que vous l'avez vu normalement, j'ai mis 2 tomes de cette saga dans la palle du mois de février et je compte bien les lire. Donc voilà, je vais vous en reparler tout au long de l'année jusqu'à ce que j'ai fini la saga en gros, puisqu'elle est saga a terminé en 2025, donc à un moment donné il va bien falloir que je les lise. Mais vraiment j'adore cette saga, je ne l'avais jamais vue nulle part, j'en avais jamais entendu parler avant d'acheter le tome 1. Par hasard quand j'ai fait mes recherches pour trouver des livres pour le Pumpkin, en gros, voilà, j'ai vu 43 rue du cimetière, je me suis dit pour le Pumpkin on est bon, et on est bon hein, parce qu'on parle d'un manoir hanté. En plus en écrivain pour enfants, j'adore avoir ce genre de personnage dans les livres jeunesse, je trouve ça absolument génial. Donc vraiment, si vous connaissez pas cette saga, foncez, c'est trop cool. Et on finit avec un livre adulte cette fois-ci, donc un Sherlock Holmes, La Vallée de la Peur, écrit par évidemment Arthur Conan Doyle, qui est littéralement un demi-échec. J'en ai parlé en vlog aussi. Ici en gros on va suivre donc Sherlock Holmes, il est à Londres et avec Watson, à chaque fois je me trompe, avec Watson il est en train d'essayer de déchiffrer un message qu'il a reçu. Voilà, il finit par y arriver parce que avec sa réflexion etc et ses déductions, c'est Sherlock Holmes, donc il déchiffre ce message. Et juste après, il y a un policier, donc un policier anglais du Scotland Yard, tu vois, qui frappe à sa porte et qui vient lui dire « Oh là là, vous ne devinerez jamais, il y a un homme qui a été retrouvé mort dans des circonstances extrêmement bizarres, venez m'aider, on va enquêter là-bas. » Du coup, ils prennent le train, ils se rendent sur place, on est dans les années 1800, je rappelle, donc c'est pas hyper rapide en termes de police, etc. Ils se rendent sur place, le lendemain, le surlendemain, enfin bon bref, ils s'installent, ils font les premières constatations sur le corps qui n'a pas bougé, et en fait, il y a un homme qui a été tué chez lui, à l'intérieur d'un espèce d'ancien château, et quand le meurtre a eu lieu, le château était fermé, les douves étaient pleines et genre le pont-levis était relevé. Vous voyez, c'est un espèce de... ça fait comme un mini château fort et donc il y a vraiment de l'eau autour de la maison en fait et le pont-levis est relevé. Donc c'est bizarre que le meurtre ait eu lieu alors que tout était verrouillé et que tu peux pas... c'est compliqué d'accéder à la maison avec l'eau, tu vois. Voilà, et donc Sherlock va enquêter là-dessus, etc. Et ça c'est la première partie du bouquin. En fait le livre est divisé en 2 parties, il fait un peu plus de 200 pages. Et il est divisé en 2 parties, je sais pas à quelle page commence la deuxième partie. Voilà, la première partie finit à la page 123, et donc c'est là, quoi. C'est vraiment la moitié du livre, vous voyez. Et donc à ce moment-là, donc le meurtre est résolu. Voilà, on suit l'enquête de Sherlock avec les policiers, ses constatations, avec Watson, etc., qui est là pour l'aider, les habitants de la maison qui vont être interrogés, évidemment, enfin bon, on suit tout ça. Et puis voilà, l'enquête est terminée, on a la résolution, et ensuite, dans une deuxième partie, on va nous parler du passé du mort, en fait. De qu'est-ce qui lui est arrivé. Il vient des États-Unis, il habitait à Chicago, et puis il a été dans les mines de charbon, et vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de cette deuxième partie. En fait, dans cette deuxième partie, on n'a plus d'enquête, on n'a plus Sherlock, on suit des personnages que je connais pas et que j'ai pas envie de tuer, en fait, je m'en fiche, vraiment. J'ai pas compris cette deuxième partie. J'avoue que j'ai un peu sauté des pages et un peu survolé le truc, parce que au tout début du livre, on nous parle quand même de Moriarty, qui est important dans l'univers de Sherlock. Donc je me suis dit peut-être que cette partie-là est importante pour Moriarty, donc j'ai continué. Mais ouais, franchement, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas accroché du tout. Et je comprends pas pourquoi on a ça. J'aurais préféré que ce soit intégré avec Sherlock. Vous voyez, que ce soit Sherlock qui enquête là-dessus aussi, plutôt qu'on suive ce personnage-là aux États-Unis sans enquête, sans Sherlock, sans Watson, sans plus rien. Enfin, j'ai pas compris. Mais l'enquête en elle-même, la première partie était vraiment chouette. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.